On avance, cette diapo ne va pas vous apprendre grand-chose sur la résilience et l'agilité des associations. Vous ne le savez que trop. Je crois qu'on l'a bien vu à l'occasion de la crise sanitaire. Et on avance pour ne pas prendre trop de retard. Parmi les fragilités du modèle associatif, la dépendance aux subventions, au financement public, ça c'est évidemment bien connu. L'insuffisance des fonds propres. Ma première contribution au travail de la Fonda, c'était en 2009. J'avais participé à un groupe de travail qui s'interrogeait sur l'importance des fonds propres dans les associations. Eh bien, je peux dire que depuis 2009, la situation ne s'est absolument pas améliorée. Et en particulier que parmi les critères de négociation du financement public des structures associatives, la nécessité d'alimenter et de maintenir des fonds propres significatifs n'est absolument pas prise en compte, alors que c'est un facteur évidemment de fragilité essentiel. Et puis, je reviens, les conséquences que je tire de l'importance des alliances et de la question de la valeur sociale, c'est que le monde associatif a une culture stratégique qui est encore insuffisante. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie pour une association? J'y reviendrai en conclusion. Et puis, bien entendu, il y a une bataille clé à mener sur ce que sont les critères de bonne gestion d'une structure associative. J'en viens maintenant à la deuxième partie, après ce tableau des forces et des faiblesses, la deuxième partie qui sont quels sont aujourd'hui les enjeux prospectifs, les mutations qui impactent le plus durement la façon d'agir des associations, le contexte dans lequel elles agissent et la façon d'agir. Première donnée prospective, que j'ai appelé assez brutalement l'effondrement du système politique, mais enfin, depuis le début de la semaine, l'expression a cessé d'être superlative. La diapo date de quelques semaines déjà, mais on y assiste depuis plusieurs années. Les épisodes se suivent, ce n'est pas nécessaire d'y insister davantage. Au-delà des péripéties politiques proprement dites, il faut avoir en tête que parmi les facteurs d'affaiblissement de notre système politique, il y a un facteur hyper important qui est celui qui tient à la contestation des savoirs. Une des transformations les plus déstabilisantes dans notre société, c'est le passage d'un monde où on reconnaissait spontanément qu'il y avait des élites qui détenaient ces savoirs et que ces savoirs, ils étaient redistribués par le biais de l'éducation, de la pédagogie, de la générosité de ceux qui savaient. Il n'y a pas si longtemps encore, la figure du grand savant, du grand médecin, était une figure sacrée, y compris dans le monde médiatique, respectée. On s'inclinait devant la force du savoir. Et ça, en l'espace d'un quart de siècle, ce phénomène a pratiquement disparu. Nous sommes même aujourd'hui, on l'a vu pendant la crise sanitaire, dans un moment de forte contestation des savoirs. Et ce phénomène-là, il a une importance clé sur le sentiment de défiance que nos concitoyens expriment envers les institutions. Il y a un autre phénomène qui est celui de l'entre-soi de la classe dirigeante. On a vu son nombre porté dans le monde associatif. Les dirigeants d'associations eux-mêmes représentent une certaine homogénéité sociale. Il y a donc là un élément de transformation qui est essentiel. On en verra tout à l'heure les conséquences. On continue. Deuxième tendance structurante, celle que j'ai appelée le conflit structurant, le conflit qui oppose une tendance à la fragmentation de la société et une tendance à la fluidité et à l'inclusion dans la société. Ces deux visions du monde, ces deux pratiques, ces deux aspirations sont en conflit permanent dans nos sociétés. Ça peut prendre des dimensions directement politiques, bien entendu, mais ça peut aussi se manifester dans dans le détail de la vie quotidienne, des comportements, des mœurs, des organisations, des façons de diriger, des façons de manager. Vous avez ici un petit schéma qui rappelle les différentes modalités du lien social, en rappelant que l'exclusion, la construction de statuts exclusifs pour les membres d'une société a pendant des siècles été le modèle dominant d'organisation de nos sociétés.
C'est vrai, évidemment vrai de la société aristocratique, où les statuts des uns et des autres étaient évidemment profondément séparés. C'est évidemment vrai de la société coloniale. Nos institutions ont été très marquées par l'exclusivité. La notion de citoyen, depuis la Grèce antique jusqu'au XXe siècle, la notion de citoyen était une qualité exclusive. Quand on était citoyen d'un endroit, de quelque part, d'un pays, ça excluait ceux qui n'étaient pas citoyens. Aujourd'hui, lorsque nous prononçons le mot citoyen, nous sous-entendons une vision inclusive de la citoyenneté. Quand nous utilisons le mot citoyen comme adjectif pour désigner une action, une attitude, un projet, un horizon, nous imaginons une société inclusive. Nous avons transformé cette notion sans toujours être tout à fait conscients de cette transformation. Et cette transformation, elle provoque d'énormes tensions dans la société, puisqu'il y a une partie de la société qui continue à penser qu'il ne peut y avoir d'ordre social, de citoyenneté, qu'à travers l'exclusive et l'exclusion. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'autre remarque qu'on peut faire sur ce schéma, c'est évidemment la différence essentielle qu'il y a entre l'inclusion et l'assimilation. Mon ami Stéphane Rosès, qui est un politologue assez connu et qui, ces dernières années, a souvent pris position en faveur des courants républicains, laïques, défenseurs de l'universalisme, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, quand Stéphane Rosès parle de la gauche, et notamment de la NUPES, à laquelle il n'est vraiment pas favorable, il parle de la gauche diversitaire. Donc il a assez sagement renoncé à l'islamo-gauchisme, au wokisme, à l'accusation de communautarisme, etc. Il a bien vu ce qu'il pouvait y avoir de caricatural dans toutes ces notions, et donc il utilise le mot la gauche diversitaire. Et ça, c'est un axe de controverse et de conflit dans la société qui va continuer à nous travailler. Où se trouve le point d'équilibre dans l'inclusion, entre le respect de la diversité, à tous les points de vue, que ce soit évidemment les appartenances religieuses, les orientations sexuelles, les origines ethniques, etc. Où se trouve le point d'équilibre entre le respect de la diversité, auquel nous n'échapperons pas parce que nos sociétés plus ouvertes sont aussi plus diverses, et puis la nécessité de l'universalité, qui est un élément clé du lien social et de la capacité des sociétés à se projeter dans l'avenir. Dans ce contexte-là, la force des associations, c'est le pouvoir de proximité. Là, alors que les institutions sont distantes, qu'elles sont peu lisibles, que leur capacité d'agir est mise en doute, et c'est un point très important, les associations, même si leur effet de levier est moins grand que celui des grandes institutions et des grandes entreprises, à cause de leur proximité, à cause de leur lisibilité, de la lisibilité de leur système de pouvoir, de leur mode d'action, de leur présence, de leur composition humaine, ont un facteur de confiance exceptionnel. C'est une force qu'il ne faut pas sous-estimer. J'en viens enfin à un élément de tension que nous allons retrouver dans beaucoup des actions que nous entreprenons. Alors, on va faire un aller-retour entre cette diapo, qui est la représentation schématique du modèle hiérarchique, la suivante, qui décline le mode de fonctionnement du système hiérarchique, mais on pourra y revenir si vous voulez, et la suivante, qui est celle de ce que j'ai appelé la structuration horizontale ou le modèle coopératif. Vous venez de signer une charte. Les mots-clés de cette charte sont le partenariat, la co-construction et la coopération. Le problème est que, la difficulté, le défi qui est devant vous, c'est que cette charte est signée entre des organisations sociales, des institutions qui ne sont pas soumises à la même logique. Les institutions publiques et les entreprises sont encore largement
structurés par le modèle hiérarchique que je viens d'évoquer. Leur organisation, leur organigramme, la répartition des fonctions, la répartition des pouvoirs, le langage, la grammaire de ces institutions dans leur mode de fonctionnement est fondamentalement hiérarchique. Ce à quoi nous avons assisté au cours des dernières décennies, c'est au rapprochement, à la fusion d'une certaine manière entre ce modèle hiérarchique et le modèle entrepreneurial dont je parlais tout à l'heure, celui de la performance, celui de la rentabilité, celui du calcul de la valeur à travers la performance financière. La fusion de ces deux modèles est en train de créer l'effondrement d'un certain nombre de services publics. On le voit dans le domaine de la santé, on le voit hélas aussi un peu dans le domaine médico-social. Nous avons de grands services publics qui aujourd'hui sont de plus en plus en difficulté de fonctionner dans ce double système hiérarchique et entrepreneurial. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pour sortir de cette crise, on voit de plus en plus d'acteurs. C'est le sens même de la signature de la charte par l'État et par les collectivités territoriales. On voit de plus en plus d'acteurs qui se dirigent vers ce modèle. Le modèle coopératif est le modèle d'organisation collective émergent de notre époque. Je ne dis pas qu'il a pris le dessus et qu'il a gagné la partie. Il est en train de devenir le modèle dans lequel on investit davantage de valeur. Où que l'on soit, qu'on soit un acteur économique, qu'on soit un acteur institutionnel ou qu'on soit un acteur associatif, on a dans la tête cette idée que pour agir, il faut faire ça. Il faut se mettre autour de la table. Il faut avoir un comportement contributif, venir avec sa capacité d'agir, ses compétences, ses spécificités. Et quel est le vocabulaire que l'on utilise pour construire de l'action collective ? C'est le vocabulaire de l'engagement. Ce vocabulaire de l'engagement, il est universel. Regardez un petit peu autour de vous sur les paquets des produits que vous achetez, sur les affiches de publicité, et vous verrez une fois sur 3, une fois sur 2, l'entreprise se proclamer entreprise engagée. Vous, le mot engagement, vous le connaissez par cœur. Vous ne lui donnez probablement pas tout à fait le même sens. Mais pourquoi utilisons-nous le même mot ? Est-ce que c'est seulement du washing de la part des entreprises ? Je n'en suis pas sûr. Il y a un changement de mentalité à l'œuvre. Et quelle est la façon dont les citoyens qui expriment leur défiance envers leurs institutions, quelle est la phrase par laquelle ils expriment très spontanément cette défiance, c'est lorsqu'ils reprochent aux décideurs de ne pas respecter leurs engagements. Qu'est-ce que c'est qu'un engagement ? Dans notre histoire institutionnelle, en réalité, nous ne savons pas ce que c'est. Nous savons ce que c'est qu'une règle. C'était dans le modèle hiérarchique ce que je remarquais tout à l'heure, la règle, le règlement intérieur, les règles de comportement, ça on sait ce que c'est. On sait ce que c'est qu'un contrat dans le monde de l'entreprise. On sait que le contrat crée des obligations. On sait que le non-respect des obligations du contrat se traduit par un certain type de sanctions, les dommages, intérêts, etc., etc. Tout ça, c'est cadré. Tout ça, c'est structuré par des milliers et des milliers de pages de textes, de commentaires de ces textes, des métiers qui se livrent à l'interprétation de ces textes. Tout ça pèse très lourd dans la façon, dans la culture d'organisation de nos sociétés. Ce modèle-là, ce modèle dont vous êtes les porteurs, ce modèle qui aujourd'hui est au cœur de vos modes d'action, il n'a pas ce bagage culturel. La page est encore à écrire. Ça fait partie des défis que vous avez devant vous de développer ce modèle. Et ce défi n'appartient pas qu'à vous. Il est aussi devant les acteurs publics. Et je vais vous en donner un exemple que certains d'entre vous connaissent, qui est celui des cités éducatives. Les cités éducatives, projet issu du plan Borloo, vous savez, le plan pour les banlieues que le président de la République a mis à la poubelle devant tout le monde. Dans le plan Borloo, il y avait cette idée que dans les quartiers politiques de la ville, le système scolaire était en échec. Alors il y avait ceux des élèves qui sont en échec et l'échec du système de ne pas parvenir à surmonter un certain nombre d'inégalités dans la société. Et la proposition consistait à dire, pour remédier aux échecs du système scolaire, ne laissons pas la communauté éducative seule et élargissons la communauté de ceux qui contribuent au parcours éducatif des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. C'est-à-dire, mettons autour de la table, sur ce modèle-là, les acteurs institutionnels, médicaux, associatifs bien entendu, les sportifs, l'éducation populaire, la culture, tous ceux qui vont contribuer au parcours éducatif des enfants et faisons-les travailler ensemble. Après avoir été ignorés,
Cette proposition est reprise il y a maintenant 3 ans. C'était en 2019 par le ministère de l'Éducation nationale, en coopération avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, donc ceux qui sont en charge de la politique de la ville, et ils reprennent cette idée et ils disent on va, dans les quartiers politiques de la ville, on va susciter cette stratégie coopérative pour améliorer la performance du système. On fait une belle circulaire, on l'envoie au recteur, au préfet, et puis depuis, le projet avance qu'à un quart. Qu'est-ce qui manque dans cette circulaire ? Qu'est-ce qui manque à ces acteurs des cités éducatives ? C'est de la méthode. Le mot méthode n'est pas prononcé dans cette circulaire. Il y a un vade-mecum qui va avec la circulaire. Vous n'y trouverez pas non plus le mot méthode. Comment faire pour coopérer ? Comment faire pour travailler ensemble dans un système égalitaire, dans un système fondé sur l'engagement, dans un système où on structure, on organise la contribution des uns et des autres en respectant leurs identités particulières, leur diversité, leur métier, etc. Quel est le modèle d'organisation qui permet de faire ça ? Eh bien, nous ne le savons pas encore et nous avons à le construire. Il y a déjà un certain nombre d'expériences probantes de la capacité que nous avons de construire ces systèmes, à condition que les acteurs institutionnels avancent dans cette démarche et que les acteurs associatifs se donnent les moyens de le faire. C'est le travail auquel s'est livrée la Fonda depuis maintenant 4 ans. Elle a expérimenté sur un certain nombre de terrains et elle a documenté des expériences menées par d'autres sur les stratégies coopératives, que dans le jargon on appelle les stratégies d'impact collectif. Et elle en a tiré un guide méthodologique qui est précisément un outil pratique qui permet à chacun de repérer les étapes à franchir et les attitudes à prendre, les outils donc qu'on peut se donner pour être plus performant dans ce domaine. Ce guide, il est librement accessible sur notre site internet et on peut passer à la suite. Je passe là-dessus. Non, on va directement à la conclusion. Ce guide, j'en ai quelques exemplaires ici que je vais donner à certains d'entre vous, mais je ne suis pas venu avec ma camionnette, donc je ne peux pas en vendre. Mais il est gratuit, librement accessible au format numérique sur le site de la Fonda, et donc je vous invite à le feuilleter pour vous en inspirer. Voilà pour moi, peut-être, dans le contexte que j'ai essayé de décrire, le défi prospectif essentiel auquel vous êtes confrontés aujourd'hui. Montez en compétences, vous lancez dans l'expérimentation, vous armez, vous armez pacifiquement bien sûr, et vous vous outillez pour réussir vos stratégies coopératives. Je vous remercie.